Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur la représentation spatiale des molécules. Donc c'est la deuxième partie de ce chapitre. Dans la première partie, on a fait plus de physique nucléaire dans laquelle on cherchait à comprendre comment en fait s'organiser un seul atome dans l'espace et comment ces doublés d'électrons s'orienter dans l'espace. Maintenant qu'on a vu ça, on peut commencer en fait à mettre ensemble différents atomes et voir comment en fait ils s'agencent entre eux. Et donc comment on commence à étudier les combinaisons que forment différents atomes, ça s'apparente déjà plus à de la chimie. Donc dans cette partie, on va quand même faire un peu de théorie. Ça ne sera pas la partie la plus fun du chapitre. En fait, dans cette partie, on va faire de la nomenclature et notamment on va regarder les différents moyens qu'on a de représenter les molécules. Parce que si on veut pouvoir véritablement travailler et étudier les molécules, il faut comprendre ce que veulent dire leurs représentations et il faut pouvoir faire nous-mêmes des représentations des molécules avec lesquelles on travaille. Du coup, dans ce chapitre, on va faire un rappel des formules que vous avez déjà vues et certainement on va introduire de nouvelles formules, notamment la formule de Kram et la formule topologique. Et du coup, on va commencer en fait avec les formules que vous avez déjà vues. Et la formule la plus basique, c'est la formule développée. C'est une formule que vous connaissez bien, dans laquelle il faut tout mettre. En gros, cette formule consiste à tout représenter. Donc par exemple, si on prend, allez, on va dire l'acide 2-méthylpropanoïque, au pif. Donc l'acide 2-méthylpropanoïque, c'est un acide dans lequel, il y a, comme son nom l'indique, propane, il y a une chaîne de 3 carbones, un groupement méthyl sur le carbone en alpha, et surtout c'est un acide carboxylique, comme son nom l'indique. Du coup, comme il y a une chaîne de 3 carbones, vu qu'il y a propane c'est 3, on représente les 3 carbones alignés, comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est représenter le méthyle, le groupe méthyle. Donc, on fait un C ici. Et ensuite, il faut représenter le groupe OIC, le groupe carboxylique. Donc ça, c'est de la nomenclature de base. Mais maintenant, comme c'est une formule développée, ce qu'il faut faire, c'est représenter en fait les différents hydrogènes et il faut tout représenter. Si le jour du contrôle, on vous demande de représenter la formule développée, il faut tout représenter. C'est relou. Mais il faut le faire. C'est comme ça. Bien sûr, tout le monde s'est déjà dit rapidement que la formule développée, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, parce que notamment toutes ces liaisons hydrogènes là, elles sont un peu répétitives et que c'est un peu une sorte de perte de temps. Du coup, il y a ce qu'on appelle la formule semi-développée, et c'est quelque chose que je pense aussi que vous avez déjà vu. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Et donc, la formule semi-développée, elle consiste à... c'est comme la formule développée, mais sauf qu'on condense les hydrogènes. En fait, dès qu'il y a plusieurs hydrogènes autour d'un carbone, on les rassemble tous et on met juste le nombre d'hydrogènes qu'il y a. Donc pour l'acide de méthylpropanoïque, on recommence, on écrit la chaîne de 3 carbones, le groupement méthyle, la partie carboxylique. Mais là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est à la place de faire les 3 hydrogènes autour de cet atome de carbone, on peut écrire juste H3. Et c'est sous-entendu qu'ils sont là, là et là. Pareil, à la place de devoir faire comme ça et d'empiéter sur toute la page, on peut simplement écrire H3 ici et ça va plus vite. Ici, on écrit juste CH et ça va plus vite. Et donc du coup, comme ça, on économise un peu de temps, on économise un peu de place, et c'est le principe de la formule semi-développée que je pense que vous connaissez bien. Mais du coup, au-delà de la formule semi-développée, on va introduire 2 nouvelles formules. Des formules qui permettent de travailler soit de manière encore plus condensée que la formule semi-développée, soit dans l'espace. Donc la première formule qu'on va voir, c'est la formule topologique. Et maintenant, à la place de travailler avec l'acide 2-méthylpropanoïque, qui nous a déjà bien servi, on va travailler avec l'acide 2,2 diéthylhexanoïque. Donc, en fait, déjà, on va essayer de travailler avec la formule semi-développée de cet acide 2,2 diéthylhexanoïque pour voir ce que ça donne. Du coup, hexanoïque, ça veut dire qu'il y a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le groupe carboxyle. 2,2 diéthyl, ça veut dire qu'il y a 2 groupes éthyl sur le carbone 2. Donc on fait nos groupements éthyl. Donc ça c'est CH2, CH3. Voilà les groupements éthyl. CH2, CH3. Et maintenant on met les H2 partout. Mais maintenant vous remarquez quelque chose. Déjà il y a 3 H2. Plus cela, ça commence à faire 5 H2. Il y a 3 H3. Et surtout, dans toute cette partie de la molécule, c'est là, le gros bout, et je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a que des liaisons entre carbone et carbone ou des liaisons entre carbone et hydrogène. Et il y a des gens qui ont remarqué ça et se sont dit on pourrait peut-être commencer à économiser de la place et économiser du temps parce que c'est vraiment très très gros comme écriture. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est dit à la place d'écrire une liaison carbone-carbone comme ça, avec un carbone de chaque côté, on va enlever les carbones et on va simplement faire un trait. Et ça représente un carbone, une liaison entre un carbone et un carbone,
et un deuxième carbone. Voilà. Du coup, c'est pas mal du tout. Et la deuxième partie, le deuxième bout de la formule topologique, c'est qu'on n'écrit plus les liaisons entre hydrogène et carbone. Voilà. Donc si on avait quelque chose comme ça, avec un hydrogène ici par exemple, on ne représente plus du tout cette formule. En fait, cette partie, elle est sous-entendue. En fait, c'est sous-entendu que tous les blancs qui manquent, tous les trous dans la formule topologique sont complétés par des hydrogènes. En gros, on sait pertinemment qu'un carbone peut faire 4 liaisons. Soit il forme une liaison double et 2 autres liaisons, soit il forme une liaison triple et une autre liaison, soit il forme 4 liaisons. Et donc quand vous voyez votre formule topologique, vous voyez le carbone lié à plein d'autres carbones, mais aussi des oxygènes, vous vous rendez compte que le carbone ici, là, il est que lié par exemple simplement à 2 carbones. Du coup, il manque 2 liaisons. Ces 2 liaisons qui semblent manquer, en fait, elles sont complétées par des hydrogènes. C'est sous-entendu. L'hydrogène est tellement fréquent qu'on sous-entend la présence de l'hydrogène et ça permet d'économiser beaucoup de temps. Donc voyons comment en fait on peut représenter notre formule topologique sans avoir à écrire si gros. Donc par exemple, on avait dit que c'était l'acide 2,2 diéthylhexanoïque, donc on doit représenter 6 carbones. Là, je vais écrire les carbones pour simplifier l'écriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on les relie comme ça. Et ensuite, on enlève les carbones. Et du coup, maintenant, vous avez le squelette de notre acide diéthylhexanoïque. Et maintenant, on n'a presque plus rien à compléter. C'est quand même vachement plus rapide, non? Bon, maintenant, il faut remplir les deux diéthyls, enfin les deux groupements éthyles qui sont sur le deuxième carbone, qui est ici. On les met. Et ensuite, on écrit la partie carboxylique de notre liaison. Remarquez bien qu'on représente toujours les liaisons entre carbone et les autres éléments. On représente les autres éléments et on peut marquer des liaisons doubles. On peut marquer des liaisons doubles. Ça d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Et aussi, les liaisons entre hydrogène et un autre élément, genre l'oxygène, ne sont pas sous-entendues. Il faut les marquer. En fait, l'oxygène, il peut faire plusieurs choses. Et donc, du coup, si on ne marquait pas l'hydrogène, il existe des molécules qui sont exactement identiques sans hydrogène. Du coup, c'est essentiel de marquer l'hydrogène. Le seul hydrogène qu'on peut sauter, c'est l'hydrogène directement lié à un carbone. Maintenant, vous remarquez que cette partie-là de la molécule, elle est un peu moche. Esthétiquement, on peut faire quelque chose de légèrement mieux, et je vais vous montrer quoi. C'est vraiment chipoter sur les détails, mais je suis un esthète dans l'âme. C'est pas vrai du tout. Mais c'est juste que c'est plus beau. Et donc du coup, si ça veut bien effacer, je vous montre tout de suite de quoi je parle. Ah voilà, ça marche déjà. Hop là. Et l'autre point pratique de la formule topologique, c'est que c'est très très rapide à effacer, vu que c'est juste des traits, ça va beaucoup plus vite qu'avec les carbones. Ça c'est un peu que pour moi, mais quand même, ça a plein d'avantages la formule topologique. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un carbone est lié à 4 autres carbones, en fait, soit ça fait un truc comme ça moche, qui ressemble à une sorte de lettre grecque, je sais pas, gamma, je crois. Soit on peut faire quelque chose de plus beau, on peut faire une croix. Là, vous voyez, il y a toujours 4 carbones, mais c'est quand même pas mal plus droit, pas mal plus clean. Et en fait, c'est plus dans l'esprit de la formule topologique. Bon, là, je déjante un peu. Donc 1, 2, 3 carbones, 4 carbones. Et là, on fait comme ça. Et ici, c'est sous-entendu qu'il y a de base un autre carbone. Donc on recompte les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc il y a bien 6 carbones. Ici, on met nos groupements éthyles. Donc je vous rappelle qu'un V comme ça veut dire éthyle. Parce que ici un carbone, et ici il y a un autre carbone. Mais ce carbone, c'est celui de la molécule principale. Ouais. Donc quand vous voyez un V qui dépasse, ça veut dire ou une sorte de L, ça veut dire que c'est un groupement éthyle. Et quand vous voyez une barre qui dépasse comme ça, c'est groupement méthyle. Ça veut dire qu'ici, en fait, c'est sous-entendu qu'il y a un CH3. Mais on l'a pas mis. Ok. Et maintenant, il suffit de faire la partie carboxyle. Nickel. Et donc, du coup, autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est les doubles liaisons. Dans une formule topologique, on a le droit de mettre une double liaison ici. Donc, ça serait par exemple, on va compter les liaisons 1, 2, 3. Ça serait l'acide 2,2 diéthyl 4N hexanoïque. Je crois, si je ne me suis pas trompé dans ma nomenclature. Du coup, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une double liaison et il faut revoir le nombre d'hydrogènes parce que ce carbone-là, il a déjà 3 liaisons maintenant. Avant, il n'en avait que 2, maintenant, il n'en a que 3. Avant, il n'en avait que 2, maintenant, il en a 3. S'il a 3 liaisons, ça veut dire qu'en fait, il n'a que la place pour un hydrogène. Et pareil, on peut même mettre des liaisons triples.
dans les formules topologiques, même si les liaisons triples entre carbones, c'est assez rare. Mais du coup, il faut faire attention. En fait, souvent, on vous demande, par exemple, quand on vous montre une formule topologique, de compter le nombre d'hydrogène, de compter le nombre de carbone et de donner la formule condensée. Ça, c'est la formule qu'on apprend dès le départ, dans laquelle simplement ce qu'on fait, c'est qu'on donne le nombre de chaque élément chimique de la molécule. Du coup, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va compter le nombre de carbone. On sait qu'il y en a 6 dans hexane, bon, on peut écrire C6 alors. Maintenant, on compte les hydrogènes. Il y en a 3 ici, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2 et 1. Il faut être assez méthodique, je pense, pour compter ça. Donc, comment je fais pour trouver le nombre d'hydrogènes? Je sais qu'ici, il y a un carbone et il a une seule liaison. Comme il peut faire 4 liaisons au total, forcément, 3 de ces liaisons sont prises par des hydrogènes. Ici, ce carbone-là, il a 2 liaisons, celle-là et celle-là. Ça veut dire que les 2 autres liaisons qu'il peut faire sont prises par des hydrogènes. Du coup, en fait, après, ça devient assez répétitif. Quand vous avez un bout, c'est 3. Quand vous avez un coude, c'est 2. Quand vous avez une croix, c'est 0. Voilà. Et après, si vous avez un triangle, enfin, c'est pas un triangle, mais un truc comme ça, vous savez que ce carbone-là, il fait 3 liaisons, donc c'est un seul. Mais bon, ça, oui, c'est quand vous avez une branche, en fait. Quand vous avez une branche, voilà. Du coup, on a C6, maintenant il faut compter 3, 5, 7, 9, 9, 12, 12, 14, 14, 16, 19. Je suis allé vite, pardonnez-moi si je me suis trompé. Et 2 oxygènes. Voilà. Ça, c'est un genre de truc qu'on peut vous demander souvent, en fait, au contrôle, honnêtement. Et du coup, maintenant, on va passer à la dernière formule, dont je veux parler aujourd'hui. C'est la formule de Kram. Et cette formule, zut, j'ai effacé la formule, je voulais pas. Ah, je me fais boulier, excusez-moi. Je me fais vraiment boulier. C'est pas grave. Du coup, en fait, pour la formule de Kram, on va. Si je me fais pas. Oh, là, je me fais vraiment boulier. C'est n'importe quoi. On va réécrire la formule. Excusez-moi. Et du coup. On va utiliser la formule de Kram. Et la formule de Kram, c'est une formule particulière parce qu'elle permet en fait d'écrire en 3D. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, c'est surtout cette formule qui est importante dans cette leçon par rapport au thème représentation spatiale des molécules. Parce que spatial, ça sous-entend qu'on va représenter dans l'espace, et c'est la formule de Kram qui permet de représenter en 3D. Voilà, c'est ça ce qui fait de la formule de Kram une formule spéciale. Du coup, en fait, ce qu'on avait vu avant, c'est qu'à chaque fois qu'un atome était connecté à 4 autres atomes, en fait, il n'était pas dans le plan. Il ne faisait pas une croix comme ça. La formule topologique, elle ment. Parce qu'ici, l'angle est de simplement 90 degrés. Et donc, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que la répulsion entre les liaisons ici, par exemple, qui sont toutes négatives, et les pôles ici, qui sont souvent plutôt positifs, négatif, elle n'est pas minimisée. En fait, il y a beaucoup de répulsion, et les liaisons, elles aimeraient bien s'éloigner encore plus les unes des autres. Elles s'aiment pas mutuellement. Et du coup, comment on fait pour s'éloigner encore plus? On passe en 3D. Et si on passe en 3D et on fait un tétraèdre, là je passe vite dessus parce qu'il y a la première partie de la vidéo qui parle de ça. Si on fait un tétraèdre comme ça, l'angle entre deux liaisons, il passe de 90 degrés à 109 degrés. Donc là, l'angle est beaucoup plus important et donc la distance entre les liaisons est plus importante et la répulsion est vraiment minimisée. Ce qui se passe, c'est que donc prenons par exemple une molécule de méthane, méthane qui est CH4. CH4, on a envie de le représenter comme ça. CH4, hop là. Donc avec un angle de, bon c'est très très moche, mais excusez-moi, avec un angle de 90 degrés entre chaque liaison. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le méthane, il a une forme en tétraèdre. Du coup, comment on représente ça? Parce que c'est difficile de représenter de la perspective sur du papier, de représenter du 3D sur du 2D. Heureusement, il y a la formule de Kram. La formule de Kram, elle nous dit que c'est comme la formule semi-développée. Ou alors, si c'est un mix entre semi-développé et développé, ça dépend de ce qu'on veut montrer. Mais du coup, les règles sont les mêmes que pour développer, semi-développé. On a le droit de condenser certains hydrogènes. Des fois, on a le droit de montrer des hydrogènes quand on veut mettre en avant certaines liaisons. La seule nuance, c'est que quand on a une droite barrée, ça veut dire que cette liaison est derrière la feuille. Il faut s'imaginer qu'on voit la feuille et que la liaison sort derrière, comme ça, enfin, pour vous, comme ça derrière. Pareil, quand il y a une liaison comme ça, genre gras, colorié.
ça veut dire que la liaison va vers l'avant de la feuille, qu'elle sort vers l'avant de la feuille. En gros, c'est ça ce que ça veut dire la liaison de Cram. C'est ça les deux lois en plus, les deux règles en plus pour jouer avec la formule de Cram. Donc par exemple, pour représenter un tétraèdre, prenons le méthane par exemple, il y a le H qui est dans le plan, mais il y a deux H qui viennent légèrement devant pour former le tétraèdre. Donc comment on fait? On fait les lignes coloriées, et normalement on colorie bien, mais je ne sais pas colorier, et puis c'est pas évident non plus. Donc voilà, on met un H ici, on fait comme ça aussi. C'est juste des triangles en fait, il faut juste que le bout en fait à l'avant soit légèrement plus grand que le bout à l'arrière, et que donc ça fasse une R, et vous coloriez cette R vous mettez un H ici, et du coup le dernier hydrogène il est derrière. En fait, il est carrément derrière pour former la pyramide. Et du coup, comment on fait? On fait comme ça. Pourquoi j'ai mis un 4? Excusez-moi. H. Voilà. Et là, ça sous-entend qu'on a une pyramide. Et donc, du coup, il faut savoir utiliser cette formule de Cram dans le cas d'un contrôle, ou simplement pour représenter les molécules dans l'espace. Donc je vous conseille de vous entraîner à lire ces molécules et à faire des molécules en représentation de Cram, vu que c'est extrêmement important, vu que dans la suite du chapitre, on va en fait aborder beaucoup le 3D, avec notamment la stéréoisomérie, et donc les molécules qui sont les mêmes sur la formule un stéréoisomère, c'est deux molécules qui sont les mêmes, qui ont la même formule semi-développée, mais qui, dans l'espace, ne sont pas les mêmes. Du coup, c'est dur à comprendre et à visualiser si on ne maîtrise pas bien la formule de Cram, parce qu'on utilise essentiellement la formule de Cram justement pour montrer les nuances dans le 3D. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous continuerez à voir les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.